Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir. Avec mon collègue Bruno Donnet et moi-même, qui sommes responsables de l'intelligence artificielle à Léonard, on a la chance d'être avec vous ce soir pour animer cet événement sur l'intelligence artificielle urbaine. Qui d'entre vous met pour la première fois les pieds ici à Léonard Paris? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok, donc ça mérite peut-être que je fasse un petit topo sur ce qu'on fait ici. Donc, Léonard Paris, c'est un lieu d'innovation qui héberge notamment la plateforme d'innovation du groupe Vinci, qui a pour objectif d'imaginer et de développer la ville et les territoires de demain. C'est un laboratoire ouvert d'innovation qui mélange à la fois des startups qu'on accompagne, à la fois des académiques, à la fois des prospectivistes, et à la fois qui accueillent des collaborateurs du groupe Vinci pour imaginer le futur des métiers et des activités des villes et des territoires de demain. Et donc ça nous amène à réfléchir à de nombreux sujets, ceux de l'environnement, la résilience au changement climatique, des infrastructures des villes et des territoires, comment lutter contre le dérèglement climatique aussi sur ces domaines en particulier, mais aussi l'intelligence artificielle et la manière plus généralement dont on utilise les technologies dans nos villes et territoires. On le fait à travers un certain nombre d'actions, des programmes, des projets, des études. Vous pouvez trouver beaucoup de ces choses-là sur notre site internet, probablement par lequel vous avez pu, certains d'entre vous, trouver cet événement. Mais ça nous donne aussi la chance d'être partenaire d'un certain nombre d'initiatives, comme Smart World, qui va vous être présenté aujourd'hui. Et je vais laisser Bruno l'introduire. Alors vous le savez peut-être, mais des prédictions disent qu'en 2050, 70% de la population résidera en ville. Donc ça veut dire que c'est un endroit qui va quand même cristalliser un certain nombre d'activités. Et on risque du coup de voir se développer sur ces lieux-là des problématiques particulières qui sont le changement climatique, puisque de plus en plus on voit des pollutions apparaître, et des enjeux inégalitaires, notamment économiques. Donc ça va être un lieu qui va cristalliser certaines activités. De plus en plus, les villes ouvrent leurs données. Donc ça fait plusieurs choses. Une ouverture de données et on voit en même temps l'intelligence artificielle se développer. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons souhaité soutenir l'initiative d'Hubert Béroche, qui a créé Smart World et qui a pour objectif de regarder ce qui se fait dans le monde en termes de Smart City, pour savoir si l'intelligence artificielle est capable de répondre à des problématiques de développement durable et notamment du développement de la ville durable. Donc pendant 6 mois, Hubert a parcouru le monde, a rencontré plus de 120 acteurs de l'intelligence artificielle, tant des industriels que des acteurs économiques ou des responsables politiques au sein des villes, pour savoir ce qui se fait au niveau du monde et savoir si du coup l'IA est effectivement un outil capable de nous aider à développer une ville durable. Et c'est ce qu'il va vous présenter ce soir. Donc je vous propose de l'accueillir. On va l'applaudir un petit peu quand même. Alors juste pour préciser, Hubert Béroche est à l'EM Lyon et il devait faire un stage de 6 mois à l'étranger dans le cadre de son école. Et il a décidé de faire un stage complètement différent, qui est d'aller, plutôt que d'aller dans un pays faire un stage, d'aller dans une dizaine de pays faire un stage aux multiples ramifications. Je te laisse te présenter si tu veux, et puis on est parti sur la présentation. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors bonjour tout le monde déjà. Ok, donc aujourd'hui je vais vous parler du projet Smart World. Smart World, d'abord, qu'est-ce que c'est? Comme vous l'a dit Bruno, c'est un tour du monde qui a duré 6 mois, qui a eu lieu de mi-juillet à mi-décembre 2019. Pendant ces 6 mois, j'ai exploré 12 villes et j'ai rencontré un peu plus de 120 acteurs de l'intelligence artificielle urbaine. Par IA urbaine, ça veut dire tout simplement des IA qui sont déployées en ville. Le projet Smart World avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. En 2018, près de 43% des Français ne savaient pas ce qu'est une IA. Et cette méconnaissance de l'IA, elle engendre de la peur et de la crainte à l'égard de cette technologie, puisque 41% des Français pensaient, toujours en 2018, que l'IA que des robots allaient gouverner le monde.
Le deuxième objectif du projet Smart World, c'était un peu de dresser un champ des possibles de l'intelligence artificielle en ville, de voir qu'est-ce que peut faire l'IA en milieu urbain au travers de plein de technologies comme la mobilité autonome, les drones de livraison, smart grids et plein d'autres choses dont on parlera par la suite. Et le troisième objectif, c'était de comprendre comment est-ce qu'une ville s'approprie une nouvelle technologie comme l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'une ville, en fonction de son contexte historique, géographique, démographique, va avoir un usage très particulier de cette technologie. Je vous le disais tout à l'heure, l'un des principaux objectifs de Smart World, c'est de comprendre comment l'IA peut nous aider à bâtir des villes qui soient durables. Et évidemment, lorsqu'on parle de villes durables, il y a la composante environnementale qui arrive en premier. Il faut savoir que les villes représentent 70% de nos émissions de CO2, et donc l'un des premiers enjeux de ce tour du monde, c'était de comprendre comment est-ce qu'on peut créer des villes qui soient bas carbone. J'ai eu un premier élément de réponse quand je suis allé à Montréal et que j'ai rencontré une startup qui s'appelle Maxon Technologies. Maxon Technologies, c'est une startup qui a incubé au Mila. Le Mila, c'est l'un des plus grands centres de machine learning au monde, qui a été fondé par Yoshua Bengio, qui est l'un des pères du deep learning. Et ce que fait Maxon Technologies, c'est qu'ils utilisent de l'IA pour optimiser la consommation énergétique à l'échelle d'un bâtiment. Leur particularité, c'est que pour ce faire, ils utilisent du reinforcement learning. Le reinforcement learning, c'est le fait de récompenser ou de donner une punition à une intelligence artificielle pour qu'elle fasse ce qu'on lui demande de faire. Et donc, à partir de ce reinforcement learning, ils ont essayé de créer une IA qui va croiser plusieurs types de données, donc des données qui vont être comportementales, quel est le taux d'occupation d'un bâtiment, des données qui vont être météorologiques, des données propres au bâtiment, quel est son taux d'isolation, pour essayer de réduire son émission de CO2. Et ils estiment que simplement appliqué au système de CVC, donc tout ce qui est chauffage et ventilation, on pourrait diminuer de 10% la consommation énergétique d'un bâtiment uniquement en ayant recours à cette technologie. Le deuxième élément de réponse, je l'ai eu à la fin de ce tour du monde cette fois-ci, à Copenhague, avec la rencontre de Tomorrow. Tomorrow, c'est une startup qui a été fondée par un franco-danois. Et il voulait faire en sorte que chacun d'entre nous et chaque entreprise puisse augmenter la part d'énergie renouvelable qu'il utilise. Donc la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a créé une carte qu'on peut voir ici, qui là est statique, mais si vous allez sur son site qui s'appelle Electricity Map, vous pouvez voir de manière dynamique à quel point l'énergie que vous utilisez est propre. Et une fois qu'ils ont cette base de données, une fois qu'ils ont créé Electricity Map, ils proposent deux choses. La première, c'est une application qui est gratuite, qui a l'adresse des consommateurs, des citoyens, donc qui s'appelle Tomorrow, où chacun peut voir son empreinte carbone en direct. Et la deuxième chose, et c'est sur ça que repose leur business model, c'est une application qui est B2B. Et donc là, il y a deux choses. La première, c'est via une logique de smart grid, d'augmenter la part d'énergie renouvelable utilisée dans les réseaux électriques en analysant les patterns, en faisant ressortir des patterns et en analysant un historique de données pour voir quand est-ce que vont être les pics de production d'énergie renouvelable. Donc à partir de là, l'idée, c'est via du nudge ou via une incitation économique de forcer un citoyen ou une entreprise à décaler sa consommation énergétique. Et ça, c'est particulièrement utile pour les villes. Leur deuxième use case, qui est peut-être un peu moins utile pour les villes, mais qui est quand même intéressant à savoir, c'est par exemple quand ils travaillent avec des acteurs comme Google ou potentiellement Facebook, ils ont des data centers qui sont répartis un peu partout dans le monde. Et là, l'idée, c'est d'optimiser la consommation énergétique en fonction des endroits où sont répartis leurs data centers dans le monde pour utiliser des énergies renouvelables. Et en fait, à Singapour, j'ai visité un bâtiment qui était vraiment à la croisée de ces deux technologies. C'est un bâtiment de Schneider Electric qui est le premier Smart Green Building de Singapour, c'est-à-dire qui fonctionne uniquement à partir d'énergie renouvelable. Alors, il croise des données de Smart Building et il croise des données un peu de Smart Grid. En fait, pour y arriver, ils trichent un petit peu, entre guillemets, parce qu'ils utilisent des batteries. C'est un peu compliqué sinon de fonctionner uniquement à partir d'énergie renouvelable, et donc ils utilisent cette batterie où ils stockent ces énergies renouvelables. L'un des coups de cœur pour ce qui est de la ville bas carbone de ce tour du monde, ça a vraiment été avec la rencontre de Steven Jishkwan à Séoul, qui est le directeur de City Energy Lab. Steven Jishkwan, il a plein de projets qui sont absolument géniaux. L'un d'eux, c'est de modéliser la formation d'îlots de chaleur à l'échelle d'une ville. Et l'autre projet qui nous intéresse, c'est d'utiliser des intelligences artificielles pour orchestrer la production d'énergie produite par des microalgues. En fait, il est parti du principe que ces microalgues-là peuvent produire de l'énergie. Et ce qui serait encore plus génial, ce serait si on pouvait alimenter ces microalgues à partir de déchets de la ville et d'eau usée. Donc il y a cette idée vraiment de créer une sorte de quartier autonome où rien ne se perd, tout se crée.
Et cette idée de quartier autonome, elle a fait sens parce que quelques semaines auparavant, j'avais rencontré à New York 2 écrivains qui s'appellent Mike Barlow et Cornelia Levy-Benchetton, qui ont écrit Smart Cities, Smart Future. Et l'une des idées qu'ils développent, l'une des idées très fortes de ce livre, c'est que la ville de demain devra fonctionner à l'échelle d'une station spatiale. C'est-à-dire que c'est une ville où tout sera suroptimisé et c'est une ville surtout où rien ne se perdra et où tout sera récupéré. Le problème avec tous ces cas d'usage d'intelligence artificielle, c'est qu'on pourrait leur reprocher de fonctionner sur une technologie qui est intrinsèquement assez datavore et assez énergivore. Et ça, c'est une problématique que j'avais en tête pendant ce tour du monde. Et en fait, à Séoul, j'ai rencontré un ingénieur de Naver. Naver, c'est un peu le Google de la Corée du Sud, qui est conscient de ces problématiques et qui travaille à utiliser des intelligences artificielles qui soient plus vertes, qui soient plus durables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des intelligences artificielles qui vont consommer moins de data. Et donc, ils sont en train de créer une IA, un nouveau modèle d'apprentissage qui s'appelle l'active learning. Et l'idée de l'active learning, c'est de donner des données qui soient plus pertinentes à des intelligences artificielles. En fait, ils se sont rendus compte que certaines images de chats étaient plus pertinentes que d'autres pour apprendre à une IA ce qu'est un chat. Et ils estiment que simplement en ayant recours à cet active learning, ils pourraient réduire de 50% le temps d'apprentissage d'une intelligence artificielle. Il y a un des grands concepts de ce tour du monde, je l'ai découvert au MIT avec Alex Pentland, qui est l'un des cofondateurs du MIT Media Lab et qui a aussi d'ailleurs fondé le reality mining. L'idée du reality mining, c'est qu'on peut extraire des données de la réalité, principalement à partir de l'IoT et principalement pour Alex Pentland à partir de nos smartphones. Et là, j'ai été assez sidéré de voir toutes les informations que pouvaient fournir nos smartphones simplement via des données comportementales, donc sans rentrer dans nos smartphones, juste en regardant nos déplacements. Donc Alex Pentland et ses équipes sont capables de déterminer le sexe d'une personne simplement en regardant vos données comportementales, en regardant où vous allez, quelles sont vos habitudes de consommation. Ils sont aussi capables de déterminer votre catégorie socio-professionnelle. Alors là, on pourrait dire que c'est peut-être un petit peu plus simple. En fait, ce qu'ils font, c'est ce qu'a fait le MIT Sensible City Lab à l'échelle de tout Singapour, c'est qu'ils regardent la journée où vous travaillez, ils regardent le soir où vous dormez, et ils regardent également quelles personnes vous avez fréquentées et à quelle catégorie socio-professionnelle sont rattachées ces personnes. Et une autre donnée qui est assez intéressante, c'est qu'ils peuvent même savoir votre état de santé en fait. Ce dont ils se sont rendus compte, c'est que pendant la période d'incubation d'une maladie, on devient d'un coup un peu plus sociable. Donc, c'est-à-dire que notre habitude de mobilité varie très légèrement, comme si le virus avait envie un peu de se propager, donc vous incitez à être plus sociable. Et par contre, très logiquement, lorsque vous êtes malade, là, vous restez chez vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en recroisant donc, uniquement à partir de données comportementales, on arrive à avoir plein d'autres informations. Et ensuite, à partir de tout ça, il y a la possibilité d'avoir une meilleure compréhension de la ville. Il y a la possibilité de lutter contre des épidémies. Alors, lutter contre des épidémies, justement, en partant du moyen qui a été utilisé pour identifier l'état de santé d'une personne, en regardant donc, si vous êtes malade, quelles personnes vous avez croisées, en regardant ensuite quelles ont été les dernières requêtes sur Google à l'échelle d'un quartier, pour savoir si, par exemple, des gens ont dit quels sont les symptômes de la grippe ou ce genre de choses. Et ensuite, c'est assez utile parce que l'idée, c'est de pouvoir avoir une cartographie presque prédictive de l'épidémie pour pouvoir envoyer des messages à l'adresse de personnes qui sont à risque ou de quartiers qui sont à risque. Un deuxième use case qui est hyper intéressant, c'est le fait de pouvoir prédire le PIB d'un quartier. Ce dont s'est rendu compte Alex Pentland, c'est que la richesse d'un quartier est étroitement liée à l'aptitude qu'ont les individus à explorer de nouveaux endroits. En fait, plus vous avez d'argent, moins vous avez des habitudes, donc plus vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, plus vous allez découvrir de nouveaux lieux. C'est ce qu'il appelle l'exploration. Et donc, simplement en regardant l'exploration, les modèles d'exploration d'un quartier, il est capable de déterminer la richesse de ce quartier et même de prédire la croissance économique de ce quartier. Et donc, toujours en se rattachant à ces données d'exploration, il est aussi capable de voir s'il y a des phénomènes de gentrification qui vont avoir lieu dans un quartier en regardant si des personnes appartenant à une classe socio-professionnelle relativement élevée commencent d'un coup à s'intéresser à un nouveau quartier. Et ce dernier point nous amène à la ville inclusive, qui est aussi l'une des thématiques de la ville durable, où il y a cette idée de se dire est-ce qu'on peut utiliser une intelligence artificielle qui va créer des villes pour tous ? Et là, tout à l'heure, donc je vous parlais de Alex Pentland qui a utilisé de l'IA pour prévenir des phénomènes de gentrification. Il y a une autre méthode aussi que j'ai découverte à Londres en rencontrant le CASA, qui est en termes d'analyse de données urbaines un peu l'équivalent du MIT.
Et là, ils ont créé un simulateur qui s'appelle Quant. L'idée de ce simulateur, c'est qu'on peut voir comment est-ce que, en fonction donc, du réseau routier et des infrastructures de Londres, si, imaginons, on décide par exemple de créer 2000 emplois dans un quartier de Londres, comment est-ce que ces nouveaux arrivants vont se répartir dans la ville de Londres. Ce qui n'est pas toujours. On pourrait penser que intuitivement, on pourrait se dire que les arrivants vont directement aller près de leur travail. En fait, ce que montre cette simulation, c'est que c'est parfois un peu plus complexe. Ça permet d'avoir une vision plus globale, d'appréhender un peu mieux la complexité de la ville et d'avoir dans les deux mains le caractère un peu économique, donc si on crée des emplois, et le caractère vraiment social de la ville. Le deuxième projet que j'ai découvert aussi au MIT avec une étudiante du MIT qui est maintenant d'ailleurs est chercheuse au MIT Sensible City Lab. Elle s'appelle Ariana Salonzar et en fait elle a fait des recherches. Sa problématique c'était de se dire est-ce que certaines configuration architecturale, est-ce que certains espaces, est-ce que certaines formes urbaines favorisent plus que d'autres l'intégration culturelle? Est-ce qu'un bâtiment va plus m'inciter que d'autres à rencontrer des gens et à intégrer culturellement des personnes? Et donc, pour essayer de répondre à cette question, alors elle avait, en commençant sa thèse, elle avait l'intuition que oui, mais elle voulait mieux comprendre ce point. Et donc, elle a étudié la ville de Barcelone entre 1998 et 2008, parce que c'est une période pendant laquelle la ville de Barcelone a connu une forte vague d'immigration. Là, elle a utilisé de l'intelligence artificielle via de l'apprentissage non supervisé. L'idée de l'apprentissage non supervisé, c'est qu'on va donner plein de données à l'intelligence artificielle et qu'on va lui demander par elle-même de faire ressortir des modèles et de recouper certaines données entre elles. Et elle a analysé plusieurs bâtiments de la ville de Barcelone pour voir s'il y avait des structures similaires entre certains bâtiments de la ville de Barcelone. Elle s'est rendue compte qu'il y avait 8 typographies de bâtiments. Et une fois qu'elle a eu ces informations-là, elle a regardé les variations de personnes immigrées et de natives qu'il y avait dans ces bâtiments-là. Et donc là, l'idée, c'était de voir s'il y a trop d'immigrés qui arrivent dans un bâtiment, ça veut dire que l'intégration culturelle est ratée parce que les natives sont partis. Mais d'un côté, s'il y a trop de natives, ça veut aussi dire que c'est raté parce que ça reste un bâtiment opaque. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait en effet certains bâtiments qui permettaient d'avoir une meilleure intégration culturelle que d'autres. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle s'est rendue compte que les bâtiments, l'urbanisme de Cerda, qui avait vocation à promouvoir l'inclusivité, finalement fonctionnait pas forcément si bien que ça, en tout cas pour l'intégration culturelle. Et je vous invite vraiment à aller regarder, consulter sa thèse qui s'appelle The Shape of Segregation, où elle explique encore mieux tout ça. Ah oui, non, ok. Et il y a un dernier point qui est assez, que je trouve très important et qui ne relève pas forcément de l'intelligence artificielle. En fait, à Montréal, j'avais rencontré la ville de Montréal. Et ils sont en train d'essayer de développer leur propre plateforme multimodale. Et pour pouvoir optimiser leur plateforme multimodale, ils ont regardé les habitudes de consommation et surtout de mobilité des citoyens. Le problème, c'est que si on regarde les habitudes de mobilité des citoyens uniquement à partir de nos smartphones, on exclut tout un pan de la population, entre autres les personnes âgées, et donc on construit un nouveau réseau de mobilité qui est simplement optimisé pour un certain pan de la population. Et donc ce qu'a fait la ville de Montréal, c'est que tout simplement, elle a administré des questionnaires auprès des personnes âgées, elle les a appelées, et elle a essayé d'avoir des informations qu'elle cherchait à avoir au travers de l'application qu'elle avait créée, qui s'appelle Montréal Trajet, de manière manuelle. Et c'est un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est pas du tout poussé, mais ça nous montre surtout que l'intelligence artificielle, surtout en ville, ne peut pas faire l'économie du bon sens. On parlait tout à l'heure du reality mining. Il y a un autre pan de l'intelligence artificielle qui a été découvert pendant ce tour du monde, c'est le web mining. Le web mining, c'est exactement le même principe que le reality mining, sauf que plutôt que d'extraire des données à partir de la réalité, on va extraire des données sur le web. Et au Japon, j'avais rencontré le professeur Yutaka Matsuo, qui travaille aussi chez SoftBank. Il est parti du principe que Twitter et Instagram sont une véritable mine d'or pour les villes et que pour qui sait les utiliser, on peut mieux lutter contre les tremblements de terre. Tokyo, c'est une ville sismique, ils connaissent beaucoup de tremblements de terre. J'ai moi-même essuyé un typhon pendant que j'y étais. Et donc, il s'est dit comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour mieux lutter contre ces tremblements de terre. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu compte que lorsqu'il y avait par exemple un typhon, il y avait un pic d'activité sur Twitter, il y avait certaines images, certains mots qui revenaient dans certains endroits. A contrario, il y avait une descente d'activité dans d'autres zones.
Et en travaillant sur tout ça, il a été capable, en temps réel, de donner, à partir de données récoltées sur Twitter et de web mining, la direction d'un typhon. Et de le donner vraiment hyper précisément. C'est ce qu'on voit à droite. En utilisant exactement la même technique, il a été capable de voir en temps réel quel est l'épicentre et la force d'un tremblement de terre. Et c'est vraiment, en fait, ce qui m'expliquait, c'est que c'est vraiment crucial d'avoir ces données le plus rapidement possible lorsqu'il s'agit de lutter contre des catastrophes naturelles. Tout à l'heure, je vous parlais de le fait de s'approprier une technologie en fonction d'une culture, en fonction d'une géographie. Là, typiquement, on a une technologie qui est le web mining et qui s'est appropriée en fonction d'une géographie très particulière. Et en fonction d'un autre contexte, donc là, on va aller à Amsterdam, cette même technologie est utilisée tout autrement. À Amsterdam, ils n'ont pas vraiment des problèmes de tsunami ou de tremblement de terre. Par contre, ils accordent énormément d'importance à la démocratie locale. Et donc, ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait utiliser de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre ce que veulent nos citoyens et qui ils sont. Donc, c'est un projet qui a été mené par la ville d'Amsterdam avec l'AMS, le IBM et l'Université de technologie de Delft. Ça s'appelle Social Glass. L'idée de ce projet, c'est d'aller sur les réseaux sociaux et de voir quelles sont les réactions des citoyens et des individus face à un aménagement urbain. Là, on peut voir sur ces cartes quels sont les usages sur une ville et quelles sont leurs demandes. En fait, on voit là que vraiment les réseaux sociaux sont une formidable richesse, mais quand on voit que Amsterdam utilise les réseaux sociaux pour mieux faire son urbanisme, ça pose une question qui est de dire est-ce que ma version des réseaux sociaux est vraiment celle que je suis. Si Amsterdam part du principe que les gens sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux nous donnent une image de ce que veulent les gens, est-ce que pour autant mon profil Facebook, mon profil Instagram donne vraiment des informations sur qui je suis? Avec le risque que si c'est pas vrai, on passe la ville en fait créer quelque chose qui passe un peu à côté de la réalité. Et ça, c'est un questionnement qui a traversé toute l'étape de Montréal, où spontanément, il y a plusieurs interlocuteurs, Philippe Baudouin, cofondateur d'Elementai, Monique Savoie, qui est la cofondatrice de la SAT, qui est une société des arts technologiques, et Greg Lindsay, qui est un journaliste, et tous les trois, spontanément, sans qu'ils soient concertés, bien sûr, se sont posés cette question. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait créer des réseaux sociaux qui soient plus à l'image de nous-mêmes? Le constat de Philippe Baudouin, c'est que nos réseaux sociaux, actuellement, ils font intervenir notre cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'on a une relation très binaire. On fonctionne par un like, on fonctionne par un commentaire. Et donc, ce que proposait Philippe Baudouin, c'est d'avoir des réseaux sociaux qui soient peut-être un peu plus équilibrés, où on pondère certaines publications, parce que peut-être qu'un like sur une publication qu'on aime déjà vaut moins de likes que sur une publication qu'on n'a pas l'habitude d'aimer. Donc d'avoir des réseaux sociaux qui soient plus à l'image de nous-mêmes, parce que justement ça a un impact réel et profond sur les villes. Alors ça, c'est... En fait, quand j'ai commencé ce tour du monde, j'avais un a priori. Donc moi, je suis étudiant en école de commerce, je suis absolument pas urbaniste ou architecte. En fait, j'ai tout simplement lu, et j'avais lu un livre de Richard Sennett qui expliquait que la ville est divisée en deux, la cité, donc la population, l'histoire de la ville, donc tout le caractère politique de la ville, et la ville en elle-même, donc ses infrastructures. Donc je suis parti faire ce tour du monde avec cette dichotomie en tête. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que cette dichotomie était assez obsolète et qu'il y avait une troisième composante qui intervenait dans cette équation, qui est le vivant. On a des villes qui sont de plus en plus grandes en Chine, en Amérique du Sud, ça arrive aussi en Europe. Comment est-ce qu'on crée des villes dans lesquelles on puisse vivre en harmonie avec la nature ? Et alors l'IA là peut nous aider indirectement et directement. Indirectement, via la mobilité autonome par exemple. La ville de New York a utilisé un challenge qui s'appelle Driverless Future Challenge. L'idée de ce challenge, ils ont demandé à des associations, à des citoyens, à des entreprises de voir comment est-ce que la mobilité autonome allait transformer la ville. Et c'est une association qui s'appelle Public Square qui a remporté ce challenge et qui propose des constructions modulaires. Et là où ça fait sens par rapport à la mobilité autonome, c'est qu'ils partent du principe que aujourd'hui, à Paris, 50% de l'espace public est occupé par l'automobile, donc par des routes ou par des parkings. Ils partent du principe que si on a des mobilités autonomes, on aura besoin de beaucoup moins de voies pour conduire et pareillement, on aura besoin de beaucoup moins de parking. Ce qui était également partagé par pas mal de personnes de la Silicon Valley. Et donc, à partir de là, ils proposent de réaménager les routes de Manhattan, de New York,
Donc ça, par exemple, c'est une route de Manhattan avant leur proposition, et là, c'est après. Et on voit vraiment ce changement avec plus de nature en ville. La nature, donc évidemment, c'est les plantes, c'est les fleurs, mais c'est aussi la biodiversité, c'est aussi le vivant au sens de la faune. Et à Londres, j'ai rencontré Alison Fairbrass, qui est chercheuse à l'UCL et qui utilise de l'intelligence artificielle pour cartographier la biodiversité urbaine. En fait, elle a des capteurs acoustiques ces capteurs acoustiques, on leur a appris à reconnaître le bruit d'une chauve-souris, le bruit d'un criquet, le bruit de certains oiseaux, et elle est capable à partir de reconnaître le bruit d'une chauve-souris. Alors pourquoi surtout la chauve-souris? Ce que m'expliquait Alison, c'est qu'en fait la chauve-souris est en haut de sa chaîne alimentaire. Donc en regardant l'état de santé d'une chauve-souris, d'une population de chauves-souris, on peut en déduire le reste de l'état de santé d'autres espèces animales. Donc ils ont fait ces expérimentations dans le parc olympique de la Reine Elisabeth. Et là, c'est un exemple à droite. Alors, vous pouvez, je crois que ça s'appelle Monitoring Bats ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, en temps réel, vous pouvez aller sur leur site et voir comment évolue cette biodiversité, ces chauves-souris. Il y a une autre start-up, je ne l'ai pas rencontrée directement malheureusement, mais j'ai rencontré un de leurs partenaires qui s'appelle le Quartier de l'Innovation à Montréal, qui fait des expérimentations à ciel ouvert, qui travaille d'ailleurs avec Maxon Technologies, dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce que propose cette start-up qui s'appelle Nectar, c'est d'utiliser de l'IoT et de l'IA pour créer des apiculteurs augmentés. Donc ils ont ce petit capteur qu'ils mettent près des ruches et en fonction de plein de données, entre autres de données vibratoires, ils sont capables d'estimer la santé d'une ruche et surtout de voir quelle va être s'il y a des maladies qui vont arriver. Donc là, on est vraiment dans cette logique de passer d'un modèle réactif à un modèle proactif, ce qui est l'une des grandes promesses de l'IA urbaine. Il y a eu un gros travail qui a été fait pendant ce tour du monde sur les infrastructures. Comment est-ce qu'on utilise des intelligences artificielles pour optimiser des infrastructures? Et à Boston, j'avais rencontré The New Urban Mechanics, qui est le centre d'innovation de la ville de Boston. Ils avaient utilisé, en fait, ils proposent une solution qu'ils ont co-créée avec une start-up qui s'appelle Street Bump. L'idée de Street Bump, c'est que vous téléchargez cette application, vous la mettez sur vous mettez votre téléphone sur votre voiture et vous pouvez envoyer des données à la ville de Boston pour qu'elle puisse voir s'il y a des nids de poules, s'il y a des bouches d'égout qui sont anormalement élevées ou s'il y a d'autres problèmes sur les routes. Le MIT Sensible City Lab a également travaillé sur ce même projet, mais cette fois-ci pour voir la qualité d'un pont. Toujours à partir là, des vibrations que reçoit votre téléphone lorsqu'il traverse un pont. L'idée, c'était de voir quelle est la santé de ce pont et de prévenir des potentiels désastres. Il y a un autre potentiel de l'intelligence artificielle pour les infrastructures. Il m'a été révélé dès le début de mon tour du monde, lorsque j'ai commencé à Paris, en rencontrant Carlos Moreno, qui est l'un des parrains du projet. Et pour Carlos Moreno, le gros plus de l'intelligence artificielle dans un contexte urbain, c'est d'explorer les ressources cachées des villes. Ce que m'expliquait Carlos Moreno, c'est qu'une infrastructure peut en fait avoir plusieurs vies, peut être multi-usage, peut avoir plusieurs temporalités. Et c'est également ce que m'a expliqué un chercheur de l'université d'Anyang à Séoul, qui part du principe que on pourrait faire matcher des besoins. Donc par exemple, si une ville a besoin d'avoir une infrastructure pour créer des réunions citoyennes avec des infrastructures en fonction de leur structure, en fonction de leur taux de vacances, en fonction de plein d'autres paramètres. C'est quelque chose qui se fait déjà en fait, ça actuellement. À Séoul, le métro, à partir d'une certaine heure, accueille des SDF. À Boston, ce que m'avait expliqué Nigel Jacob de The New Urban Mechanics, c'est qu'il s'était rendu compte qu'il y avait un quartier où il y avait très peu d'engagement citoyen. Donc ils se sont demandé pourquoi il y a peu d'engagement citoyen et ils se sont rendus compte que tout simplement il n'y avait pas d'espace pour se réunir. Donc ils ont pris une école et à partir de 19h, ils ont donné la possibilité aux citoyens d'aller dans cette école pour faire des rencontres et des réunions. Là, on parlait d'infrastructures optimisées. En fait, ça va même plus loin, puisque l'idée qui est défendue par le MIT Sensible City Lab, et ce que m'expliquait Fabio Duarte, qui est un chercheur du MIT Sensible City Lab, c'est que l'infrastructure
se réduit même en fait à l'iPhone. Elle devient en un sens invisible, elle devient mobile, et l'IA, elle rend aussi une autre forme d'infrastructure qui sont des infrastructures éphémères. En partenariat avec l'AMS, le MIT Sensible City Lab a créé un robot qui s'appelle Robot. Et en fait, l'idée de ce robot, c'est de profiter des centaines de kilomètres de canaux de la ville d'Amsterdam. On pourrait considérer que c'est plutôt une faiblesse avec des risques de crue. En fait, ce qu'a décidé de faire le MIT et l'AMS, c'est de l'utiliser comme une force et de profiter de ce contexte géographique pour, alors, comme on le voit à gauche, soit livrer des colis, soit, ce qui serait encore plus pertinent, comme il me l'expliquait, les rues d'Amsterdam sont assez étroites. Donc le matin, lors de la collecte des poubelles, ça crée facilement des embouteillages. L'idée, ce serait qu'on ait un bateau autonome qui suive les agents municipaux pour qu'il n'y ait plus vraiment besoin de camions. Et l'autre point, c'est le fait de créer des ponts qui soient éphémères. Où en fait, ces bateaux autonomes, ils peuvent s'assembler pour créer un pont. Soit ils s'assemblent comme ça et ça fait quelque chose de rigide, soit ils tournent de manière toujours à pouvoir créer un pont. L'un des concepts qui m'a accompagné tout au long de ce projet, littéralement, c'est celui des villes invisibles. Je dis littéralement parce que j'avais emmené avec moi quelques livres, et l'un des livres que j'avais amené, c'était Les villes invisibles d'Italo Calvino. Et je me suis rendu compte pendant ce tour du monde que cette notion de ville invisible, elle faisait écho en fait avec l'intelligence artificielle urbaine. En fait, elle fait écho à cette notion d'intelligence artificielle urbaine parce que il y a une ville numérique, il y a une ville digitale, numérisée, qui est dans la ville actuelle. Et cette ville numérique, elle est complètement impalpable. On ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble. Il se trouve qu'elle existe, mais on n'a aucune idée de ce qu'elle est. Et il se trouve que ce rapport qu'on a avec cette ville invisible, il n'est pas vraiment très sain. Il n'est pas très sain parce que, globalement, ce qu'ont exprimé et montré plusieurs penseurs politiques, c'est que lorsqu'il y a un outil invisible, en général, c'est pour faire de la surveillance de masse. Ce qu'explique Hannah Arendt dans La crise de la culture, c'est que Dieu, alors qu'il existe ou pas, est en tout cas un formidable outil de surveillance de masse. On a quelque chose d'invisible qui surveille tout le monde. Un petit peu plus tard, Michel Foucault, dans Surveiller et punir, prend les célèbres exemples du panoptique, où là encore, on voit sans être vu. Et ça, c'est vraiment la modalité d'interaction entre l'outil de surveillance massif et nous, citoyens. C'est qu'on est vu, mais on ne voit pas ce qui nous voit. Et c'est un peu ce qui se passe, en tout cas, je trouvais, avec cette ville invisible, c'est qu'elle sait beaucoup de choses sur nous, mais nous, on sait très peu de choses sur elle. Moi, par exemple, à titre personnel, je sais que je serais absolument incapable de donner ne serait-ce qu'une estimation du nombre de données qui sont récoltées par les villes, et que ce soit par un régime autoritaire ou démocratique. Et donc, j'ai eu cette notion de ville invisible que j'ai un peu gardée en tête pendant tout mon tour du monde. Et je me disais, comment on fait pour avoir des villes qui sont un peu plus visibles? Et j'ai eu un élément de réponse vers la fin de ce tour du monde en rencontrant Marius Hartmann. Marius Hartmann, c'est le chief advisor de l'agence de régulation économique du Danemark. Si vous avez envie de monter une entreprise au Danemark ou à Copenhague, ça se fait hyper rapidement. Sauf qu'en fait, cette facilité à entreprendre, elle est supportée par toute une armada technologique et par une intelligence artificielle qui va regarder en quelques secondes quelle est la probabilité que vous fassiez une fraude. Sauf que ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse pour le coup, c'est sa thèse. En fait, ce que m'expliquait Marius Hartmann, c'est que ce caractère invisible de la ville dont je vous parlais tout à l'heure, il est dû aux infrastructures qui supportent la ville. Ces infrastructures, elles sont elles-mêmes, je vous le disais un peu avant, éphémères, elles sont de plus en plus mobiles, elles sont elles-mêmes invisibles, et donc par cette infrastructure, elles créent les modalités de cette ville invisible. Et ce que propose Marius Hartmann dans sa thèse, c'est de remplacer l'infrastructure par une interface. La particularité de l'interface,
c'est que, vous interagissez avec lui. Donc plutôt que d'avoir une infrastructure qui va vous diriger, qui va vous nudger, probablement pour des bonnes raisons d'ailleurs, mais en tout cas, vous êtes dans une relation très unilatérale, vous avez une interface. Et la deuxième chose, c'est que la donnée a un corps. Il y a une matérialité qui est donnée à cette data. Et donc, c'est un premier moyen de rendre visible cette ville invisible. Et donc, à partir de là, à partir de ce moment, j'ai conservé cette grille de lecture et j'ai refait mon tour du monde à l'envers dans ma tête. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà croisé cette notion d'infrastructure plusieurs fois pendant mon tour du monde. Je l'avais croisé au MIT Sensible City Lab à Boston. Le MIT a travaillé avec la gare SNCF pour déterminer le degré de lisibilité de la gare de Lyon. À quel point est-ce qu'on peut s'orienter, se repérer dans la gare de Lyon. Et alors, ils ont trouvé plein de résultats passionnants. L'un d'eux, c'est que, de manière un peu contre-intuitive, un lieu est d'autant plus lisible qu'il est complexe. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans ce cadre-là, ils ont demandé à des étudiants du MIT de réfléchir à des usages de l'intelligence artificielle dans cette gare. Et il y a eu plusieurs propositions. Là, on a une étudiante qui a proposé des ballons. Et en fait, ces ballons, la couleur de ces ballons représenterait l'état émotionnel des passants dans la gare. Et pour créer ce projet, elle s'est inspirée d'une œuvre d'art de Charles Pétillon à Londres, où Charles Pétillon était parti du principe que les villes, en fait, s'était rendu compte que les villes étaient de plus en plus invisibles, qu'on ne les remarquait plus. Et donc, à Covent Garden, il a proposé ces milliers de ballons pour qu'on puisse de nouveau remarquer la ville. Il y a une autre étudiante qui, elle, a proposé un autre projet qui est encore plus proche des travaux de Marius Hartmann, où là, sur le plafond directement, on a des LED qui peuvent nous indiquer la direction, qui peuvent situer une personne, ou alors qui peuvent aider à gérer un événement en cas de crise, comme on le voit avec les pompiers. Et il y a encore une autre étudiante qui a proposé un projet qui s'appelle Panoptique. Et l'idée de ce projet, c'est qu'en fait, vous avez donc là à gauche un écran, et cet écran vous révèle des informations sur vous qu'une intelligence artificielle pourrait déduire. Donc en fait, là, ça serait un peu dérangeant probablement, mais on rend matériel, on rend tangible une donnée et un usage de l'IA qui est fait. Et en fait, cette notion de lisibilité, c'est quelque chose qui peut paraître assez futile. Et en tout cas, moi, je pensais aussi que c'était assez futile. Et en rencontrant des villes, je me suis rendu compte de l'importance qui est accordée à la confiance. Et comment est-ce qu'on peut faire confiance à des villes, à des acteurs numériques. Et ces innovations proposent justement une voie alternative pour qu'on ait un peu plus confiance, pour qu'on puisse voir ces données. Et en fait, cette notion de lisibilité de la ville, on peut la décliner de plein d'autres manières. On peut la décliner pour voir l'histoire d'une ville, on peut la décliner pour voir la géographie d'une ville, on peut la décliner pour voir les risques du réchauffement climatique. J'avais rencontré Yoshua Bengio à Montréal, et l'un des projets sur lesquels il travaillait, mais qui maintenant est pratiquement prêt, c'est de pouvoir utiliser une application pour voir quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur notre ville. Donc on sortirait son téléphone, on met l'application, on regarde autour de nous et on voit si on risque d'avoir des inondations, si on risque d'avoir des incendies ou plein d'autres choses. Et donc cette notion de lisibilité de la ville, de ville visible, ça a été un peu l'un des fils conducteurs de ce tour du monde, parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui permettent d'avoir des villes qui sont efficientes, d'avoir des villes qui sont parfois durables, respectueuses de la biodiversité, mais je pense que c'est aussi important d'avoir une ville qui fait sens et qui nous parle à nous en tant qu'êtres humains. Voilà. Merci Hubert. Merci Hubert pour cet exposé très dynamique de l'ensemble des applications que tu as pu trouver de par le monde. On va passer une session de questions, j'imagine que vous en avez tous. Moi j'en ai une, on revient du CES avec Quentin, où on a joué notre rôle un peu de chercheur de l'intelligence artificielle pour voir s'il n'y a pas des applications que l'on pourrait intégrer chez Vinci. Tiens, mettez au milieu comme ça. Voilà. Et une des thématiques du CES, une grande thématique prospective du CES de Las Vegas, c'est la mobilité future.
Tu n'en as pas beaucoup parlé dans ton exposé. Est-ce que tu as senti que les personnes que tu as rencontrées se positionnaient vers le développement de la voiture autonome ou des mobilités autonomes? Alors, en effet, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. C'est un peu, d'ailleurs, ça a été l'un des points centraux de ce tour du monde. Il y a d'une part l'utilisation d'intelligence artificielle pour optimiser des réseaux de mobilité existants. Donc, par exemple, ça va être optimiser des routes via un feu de circulation dynamique. Et à New York, j'avais rencontré le département des transports qui a créé le projet Midtown in Motion, où à l'échelle d'un quartier de Manhattan, on a des feux de circulation dynamique qui permettent d'optimiser le passage de voitures. Il y a ce côté aussi mobilité, je l'ai retrouvé à Singapour, où ils n'aiment pas vraiment quand ça ne va pas droit. Donc, ils ont créé avec IBM un programme qui s'appelle Faster. Et l'idée de Faster, c'est de gérer, par exemple, des incidents. S'il y a un métro qui est en retard, s'il y a un métro qui est carrément annulé pour alerte à la bombe ou autre raison. Et là, l'idée, c'est de pouvoir optimiser de manière extrêmement rapide quelles sont les solutions qu'on va déployer. Est-ce qu'on va mettre des bus de relais? Est-ce qu'on va proposer via un nudge à certains passagers d'aller attendre dans le Starbucks d'à côté? Donc voilà, il y a eu ce côté-là, mais je pense que tu faisais surtout référence à la mobilité autonome. Et en effet, ça a été... en fait, la mobilité autonome, je me suis rendu compte que ça cristallisait énormément de passion. Il y a d'un côté ceux qui vont croire, et moi j'en faisais partie au début, que la mobilité autonome va résoudre tous les problèmes de la ville. Donc on met une voiture autonome dans la ville et ça va très bien se passer. Et c'est le cas d'ailleurs énormément de la Silicon Valley. Et il y a d'autres personnes, d'ailleurs, et c'est ce que fait la Chine aussi en créant des villes qui sont complètement adaptées pour les voitures autonomes. Et il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus prudentes. Au MIT, certaines personnes du MIT que j'avais rencontrées me disaient que, en fait, on va décaler le problème. On a créé des villes qui étaient autocentrées. On risque de créer des villes qui sont autocentrées, mais qui seront autonomes, autocentrées. Et donc, ouais, c'est une problématique qui a été traitée en effet. Alors, pour enchaîner sur les problèmes que l'IA peut résoudre, tu as parlé de nombreux problèmes que ça peut résoudre, et notamment un certain nombre de sujets environnementaux, d'énergie, mais d'autres. Mais on l'a vu aussi pendant certains événements ici, on le voit dans nos projets, et on va le creuser même dans un événement sur l'impact du numérique et est-ce que ça permet une croissance durable ou pas après-demain. Moi, je voulais savoir si dans toutes les solutions d'intelligence artificielle que tu as vues, qui sont réellement déployées aujourd'hui, en sachant qu'elles peuvent optimiser, améliorer des situations, mais que ça coûte en capteur, en électronique, en data center. Est-ce que l'IA, elle est plutôt du côté je lutte contre le dérèglement climatique, ou est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, elle aggrave plutôt le réchauffement climatique? C'est une très très bonne question à laquelle il est difficile de répondre. C'est ce que je disais au début de cette présentation, c'est qu'il y a plein de solutions qui sont possibles, qui sont avec l'intelligence artificielle, des solutions de smart green, des solutions de smart building. Il y a même cette solution que je trouve géniale d'utiliser des micro-algues, même si évidemment c'est pas une solution miracle. Ils estiment que dans certains quartiers d'Atlanta, ça pourrait subvenir qu'à 18% de la consommation énergétique. Mais d'un autre côté, il y a en effet cette empreinte carbone du numérique qui est très très forte. Compliqué, voilà, je pense que ça... compliqué. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions pour rebondir sur ces thématiques? Bonsoir, Sébastien David, Microsoft. Merci pour cette présentation très claire. Est-ce que dans ton tour du monde, tu as vu des villes prendre l'IA comme un moyen d'insérer les handicaps, d'intégrer les handicaps? Une personne sur 7 est touchée d'un handicap visible ou pas. Est-ce que tu as croisé quelque chose là-dessus? Alors, oui, j'avais vu à Amsterdam une start-up qui s'appelle Cyclomédia. Et ce que fait cette start-up, c'est que donc ils passent dans plein de rues avec des lidars. Ça leur permet un peu d'avoir un jumeau numérique de la ville, et ensuite ça permet surtout aux villes de faire joujou avec la ville, de voir quels aménagements ils peuvent faire, est-ce que s'il va y avoir des risques d'inondation. Et l'un des usages dont il m'avait parlé, c'était pour la rénovation de chaussées par rapport justement aux fauteuils roulants. Donc là, il y avait, en effet, c'est vrai que j'aurais pu en parler dans le côté inclusif de la ville, mais là, il y avait oui.
Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? N'hésitez pas. Ouais. Alors, ça ne va pas être une question sur la technique. On s'est rencontrés à une conférence intéressante qui était Désir de ville avec Nicolas Gilzoul qui avait fait ce tour du monde avec Eric Orsena. Ce que je voudrais savoir, c'est si tu avais déjà programmé ton voyage quand tu es venu, si ça a été l'étincelle qui t'a donné envie de faire le voyage et combien de temps tu as mis à le préparer. C'est une bonne. Je crois que j'avais déjà eu cette idée. Ce qui m'a inspiré, pour tout te dire, c'est un tour du monde qui s'appelle les baroudeurs de l'innovation managériale. C'est des étudiants qui vont dans le monde et qui regardent quelles sont les pratiques managériales. Donc ça, c'est vraiment le projet qui m'a inspiré. Moi, je l'ai appliqué à l'IA urbaine. Ça m'a pris à préparer. Ça m'a pris 6 mois. Ça m'a pris environ 6 mois. D'autres questions? Alors on va compléter un peu ce tour d'horizon de ta Smart City. Tu n'as pas pu aller en Chine. Nous avons été en Chine justement, mais pas dans le reste du monde, enfin un petit peu, mais pas complètement, avec cet objectif justement de voir comment était traitée la Smart City en Chine et quel était l'angle utilisé. Il se trouve que l'angle utilisé par les villes chinoises est très sécuritaire. C'est d'abord l'application de sécurité qui fait la Smart City. Donc ils installent des caméras partout et ils conçoivent toutes les applications en fonction des caméras. Est-ce que dans tout ce que tu as rencontré, la caméra était aussi prépondérante ou c'était une donnée très variable et finalement pas que le traitement de l'image qui était au cœur du traitement de la Smart City? Alors, la caméra était prépondérante à Séoul, énormément, où il y a énormément de caméras. D'ailleurs, ils prévoient d'utiliser de l'intelligence artificielle pour prédire vos intentions en fonction. Alors à Séoul, c'est encore en discussion, mais ça va potentiellement être le cas, donc en fonction de votre langage corporel. C'est quelque chose que j'ai aussi vu à Dubaï, où en fait, là, j'étais très impressionné de voir à quel point c'est une ville qui est très sécuritaire. C'est une des villes qui est les plus sécurisées au monde. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu très peu d'informations dessus. Je les ai eues en recroisant des rencontres. Et pour le coup, à Dubaï, je sais qu'ils utilisent donc évidemment les caméras de sécurité, mais ils utilisent également une sorte de web mining, puisque ce que m'expliquait un chercheur de l'EPFL, c'est qu'avant même que vous posiez le pied à Dubaï, Dubaï vous connaît, sait pourquoi vous êtes là et sait quelles sont vos intentions. Et donc là, ils recroisent, j'imagine, avec des informations laissées sur les réseaux sociaux, voilà, plein de choses comme ça. Il y a une question là-bas, oui. Merci beaucoup. Donc Salomé G, Illuine Technologies. En fait, le sujet me fait réfléchir à tout le sujet du RGPD aujourd'hui, qui est très présent en Europe et qui l'est beaucoup moins dans par exemple aux États-Unis ou dans des pays où tous les sujets de données sont liés quand même énormément à un gouvernement totalitaire. Est-ce que tu as été confronté à des différences du coup de mentalité et d'utilisation de la donnée qui sont évidemment liés à ces sujets de confidentialité, notamment des données personnelles? Alors merci pour cette question, parce qu'en effet c'est quelque chose que j'ai vu, notamment à Singapour, beaucoup à Singapour, où il y a une considération un peu différente à l'égard de la donnée et d'ailleurs aussi du régime politique, où l'idée c'était un peu de dire tant que ça se passe bien, tant qu'il y a de la croissance économique, tant qu'il y a de la sécurité, et il y en a beaucoup, on ne voit pas de problème à ce qu'un gouvernement puisse utiliser nos données. Donc à Singapour c'est quelque chose qui a été très présent. Et il y a eu aussi une grosse question sur la donnée qui a été traitée par les villes. En fait, à Montréal ou à Boston, je sais que c'est des villes qui se plaignaient d'avoir mis, je t'en parlais tout à l'heure, mais d'avoir mis en open data plein de données qui sont utilisées pour inciter à l'innovation, qui sont utilisées pour que des startups puissent apporter des solutions d'optimisation. Mais derrière, ils avaient parfois l'impression de se faire un peu piller. Donc il y a cette question de la donnée qui est traitée différemment d'une culture à l'autre et d'une ville à l'autre aussi. Et
ce que m'expliquait aussi la ville de Boston, c'est que toujours sur cette culture de la donnée, c'est que en fonction de l'histoire d'une ville, ils vont avoir une confiance différente à l'entreprise. Le Nigel Jacob, dont je parlais tout à l'heure de The New Urban Mechanics, prenait l'exemple de Pittsburgh, où en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que historiquement, la ville de Pittsburgh avait fait confiance à l'industrie lourde pour payer plein d'infrastructures. Et donc, quand Uber est arrivé en leur disant on va faire un petit peu pareil, ils ont ouvert grand les bras. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment la même chose. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, suite à ça, je me pose la question de qui fait les solutions d'intelligence artificielle que tu as rencontrées pour la ville. Est-ce que c'est la réponse évidente à laquelle on pense, Google, Facebook, IBM, etc. Ou est-ce que c'est parfois des équipes au sein même des villes qui ont ces compétences-là? Pas du tout. Comment est-ce que les villes ont reçu ces projets-là aussi? Comment est-ce qu'elles les régulent? Est-ce qu'elles les comprennent? Si tu peux nous en dire plus. C'est une question que je me suis aussi posée. Et ça dépend là, ça dépend des villes. Et ça dépend du niveau de maturité des villes. Par exemple, à Montréal, j'avais été impressionné parce qu'ils avaient une bonne équipe de data scientists. Ils vont travailler en fait. Là, ce qui joue énormément, c'est l'écosystème. C'est le fait que le MILA soit soit dans Montréal et que le MILA, c'est le plus grand centre de machine learning au monde. Et là, pour le coup, ils développent en interne leur propre solution d'intelligence artificielle. Et ils ont 13 objectifs qui sont affichés pour pouvoir. Donc, la blague qu'ils font à Montréal, c'est d'appeler la ville le gros cône orange parce qu'il y a toujours beaucoup de travaux. Donc, ça crée énormément d'embouteillages. Moi, du jour au lendemain, il y a une route qui, d'un coup, à côté de là où je logeais, s'est bloquée. Et donc, ils ont par exemple un sujet d'intelligence artificielle pour automatiquement recalibrer la route et donner une route alternative. Et j'avais étonnamment trouvé Montréal très très mature sur ces sujets-là. À Boston, à contrario, c'est l'inverse. Je pensais aller à Boston et du fait de l'écosystème de Boston, voilà, le MIT, Harvard, voir une ville qui a énormément de data scientists, etc. Et en fait, pas du tout. Et là, il m'expliquait que c'était pour des raisons budgétaires, tout simplement. Donc ça varie pas mal. Au Japon, je sais que les villes travaillent énormément avec les entreprises. Alors, j'ai pas réussi à voir les villes du Japon, mais si, j'ai vu une ville, mais là, c'était de ce que j'avais compris, c'était plutôt développé par des entreprises qui avaient chacun un peu leur quartier pour s'amuser dans Tokyo. Donc il y a plusieurs quartiers dans Tokyo et plusieurs entreprises tech, donc NEC Corporation, Mitsui et plein d'autres, avaient leur quartier dans lesquels ils pouvaient faire leurs expérimentations. Donc, ma question, elle est totalement dans ce sens-là. Vous avez parlé de plein de projets, en fait, plein de quartiers, d'expérimentation, de prototypes. Et quel est le niveau d'adoption au niveau des villes elles-mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des villes qui ont totalement adopté les technos et lesquelles? C'est une bonne question. Et je dis, de ce que j'ai vu, il y a des villes qui sont sur des voies d'adoption d'intelligence artificielle, donc comme Montréal, comme Amsterdam, qui est extrêmement mature sur ces sujets-là, comme Londres. Après, là, je vous ai parlé beaucoup de projets, mais actuellement, il y a un niveau de maturité déjà qui est inégal selon les villes et qui n'est pas non plus incroyablement, extrêmement élevé. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont sur la table. Il y en a beaucoup qui sont portés par des entreprises, mais j'ai pas non plus vu de villes qui avaient de projets incroyables d'intelligence artificielle, qui avaient une réalité, où dans les faits, il y avait vraiment beaucoup d'intelligence artificielle qui était déployée, peut-être à Londres avec TfL, donc leur Transport for London, où ils sont très très bons, où ils intègrent pas mal d'intelligence artificielle. Ouais. Bonjour. On voit que tu es allé plutôt dans des grosses villes et même très grosses villes. Est-ce que tu es allé dans des plus petites villes? J'ai envie de dire, il y a les municipales au mois de mars en France. Donc il y a un certain nombre de villes qui sont intéressées pour développer leur ville et notamment de manière durable pour que effectivement elles transforment leur ville pour le bien du vivant. Et donc, est-ce que tu as vu des petites villes et si tu en as vu, est-ce que tu as des projets assez simples à mettre en œuvre qui ne coûtent pas trop parce que les villes n'ont pas d'argent et qui pour le coup pourraient permettre de faire un développement
tout en voilà, que ça ne coûte pas forcément des milliers et des cents. Vous vous présentez où? Et alors, c'est vrai que je suis allé voir principalement des grandes villes. Et en fait, je suis allé voir des grandes villes parce qu'aussi il y avait le caractère IA. Et donc, cette idée de voir des écosystèmes d'intelligence artificielle et entre guillemets des chercheurs voilà, qui étaient très poussés sur cette question-là. J'ai visité en fait une seule petite ville qui est au Japon, qui s'appelle Kashiwanoha City. Et là, en fait, ce qu'a fait la ville, c'est qu'ils ont travaillé en partenariat avec Mitsui Fudosan. C'est l'investisseur privé qui est arrivé et qui a proposé plein de technologies. Et la ville a accepté pour qu'il y ait une revitalisation. Mais sinon, j'ai pas fait d'autres... Enfin, en tout cas, dans le cadre du projet, j'ai pas fait d'autres petites villes. Ouais. Oui, bonjour, Charles Bonduit, Dauphine. Je voulais revenir un peu sur justement qui construisait les projets. Je ne sais pas si tu es familier avec Data City de Numa à Paris, qui s'exporte, puisqu'ils ont ouvert le programme à Berlin, à Bangalore, et je crois dans d'autres villes, Casablanca. Je voulais savoir si tu avais rencontré des équivalents de Data City ailleurs dans le monde, des projets d'open innovation comme ça entre la ville, les entreprises, les startups, pour concevoir des projets pour demain. À Londres, j'avais rencontré Catapult. Je crois que c'est quelque chose Catapult, mais en tout cas, il y a Catapult dedans. Et ils ont donc il y a Catapult où en fait il y en a dans plusieurs villes. À Londres, d'Angleterre, à Londres, c'est consacré au futur des villes. Et il y a cette idée de mettre en relation des startups, des grandes entreprises et des villes. Donc d'avoir vraiment cette approche écosystémique. Et je suis en train de chercher. Là, c'est le seul qui me vient à l'esprit. Ah si, pardon. Il y a à New York, il y a The Grand Central Tech qui a été financé par la ville de New York. Et donc là, ils ont un incubateur et il y a plein de startups absolument géniales qui y travaillent. Et ils travaillent aussi en collaboration avec la ville. Donc il y a cette idée de faire levier et d'avoir ce rôle aussi un peu écosystémique. Bonsoir. Tout à l'heure, vous expliquiez que 70% de la population vivra en ville à l'horizon 2050. Est-ce que vous avez vu des choses, des startups, des idées d'innovation qui vont permettre justement à la ville, enfin, je veux dire, est-ce que ces technologies vont permettre d'absorber cette croissance démographique? Par exemple, en termes de construction, en termes de mobilité, d'énergie, etc. Est-ce que la technologie peut aider la ville à absorber cette forte croissance qui arrive? Je pense qu'il y a une première possibilité déjà avec cette idée que m'avait expliqué Carlos Moreno, donc d'avoir une ville qui exploite ses ressources cachées avec donc de l'intelligence artificielle. On a une infrastructure qui n'est pas simplement mono-usage, mais qui va avoir plusieurs usages, qui va avoir plusieurs vies. Et au niveau de la mobilité, c'est une bonne question. Alors, globalement, ce que permet de faire l'intelligence artificielle, par exemple à New York avec le projet Milton Home in Motion, c'est d'optimiser un réseau existant. Après, je pense que la technologie a aussi ses limites. Et je ne suis pas, par exemple, persuadé, je ne suis pas convaincu que simplement en mettant des feux de couleur dynamiques, on puisse résoudre tous les problèmes de circulation. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que la technologie permet plein de choses, mais il y a un moment, ça nécessite aussi de peut-être repenser nos villes de manière plus polycentrique, avec un maillage qui soit un peu plus équilibré. Et là, en effet, par contre, l'intelligence artificielle peut nous aider avec cette idée des infrastructures. Ouais. Je suis arrivé en retard, donc peut-être vous l'avez évoqué plus tôt. Avez-vous vu une corrélation entre le développement de solutions d'intelligence artificielle et celle de l'infrastructure comme les data centers ou les protocoles d'open data? On voit en France, je crois que c'est la Corée et la France dans le CDE sont parmi les pays, les deux premiers pays où l'open data est le plus développé. Est-ce qu'on peut externaliser au final si un pays veut développer des solutions intelligence artificielle
peut externaliser ça et pas avoir de structure de data center ou de protocole d'open data? Ou est-ce que c'est nécessaire à ce que ça soit, à ce qu'il y ait un développement et surtout une intégration des solutions dans la vie de tous les jours? J'ai pas bien. En fait, vous vous demandez si c'est nécessaire qu'on ait nos propres, pour un pays, ou d'avoir ses propres data centers, d'avoir les propres infrastructures qui supportent l'intelligence artificielle? Entre autres, est-ce que vous avez réussi à faire une observation, une conclusion sur la corrélation dans vos travaux? Et est-ce que vous pensez que c'est peut-être pas un impératif, mais est-ce qu'il y a un frein à ne pas avoir une infrastructure développée pour qu'un pays développe de l'intelligence artificielle? Alors, je ne pense pas que ce soit forcément un frein d'un point de vue purement technologique. C'est une question que j'ai absolument pas étudiée. C'est une très bonne question. Je l'ai absolument pas étudiée. Je pense pas que ce soit un frein d'un point de vue technologique. Par contre, je pense que ça remet en termes de légitimité, en termes de confidentialité sur certaines données, c'est toujours mieux de pouvoir compter sur ses propres data centers plutôt que de sous-traiter auprès de pays voilà, qu'on ne connaît pas. Donc je dirais que technologiquement, ce n'est pas forcément un frein. Après, toujours dans cette optique d'avoir une ville responsable, d'avoir une ville dans laquelle on peut avoir confiance, c'est quand même un plus. Ouais. Je vais juste rebondir sur cette question-là. Est-ce que tu as senti que les stratégies des villes sur l'open data étaient impulsées par une stratégie nationale, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui promulgue des lois pour autoriser justement l'ouverture de ces données-là, ou alors est-ce que ce sont des initiatives locales parce que localement ils ont décidé que c'était intéressant de faire de l'open data? Alors, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, au Japon et en Corée du Sud, c'est une initiative qui est à l'échelle nationale et qui est globale. Au Japon, ils ont cette idée de la société 5.0 et la Smart City vient s'insérer dans est une composante vraiment de cette idéologie globale. À Séoul, à Tokyo, en Corée du Sud, c'est également vraiment quelque chose de national. Je dirais qu'aux États-Unis, de ce que j'ai compris, c'est peut-être un peu plus fragmenté, c'est un peu plus par ville, mais justement, on voit certaines villes maintenant qui essayent de s'allier pour avoir plus de poids et pour éviter ces problèmes d'open data dont on parlait tout à l'heure. C'est ce que faisait la ville de Los Angeles avec l'Open Mobility Foundation, où ils ont proposé de créer un outil d'open source de gestion de la micromobilité à laquelle chacun peut avoir accès. Et là, il y a cette idée quand même d'avoir un réseau de villes. Et ouais. Oui, bonjour, Birgit Merkle, In-Out, je travaille pour la ville de Rennes. Je voulais répondre rapidement sur la question du monsieur de tout à l'heure sur les villes moins grandes, moins capitales. En termes de mobilité, on voit qu'il commence à se faire une cristallisation entre les mobilités qui sont faites, et il y en a beaucoup pour les grandes villes, et des solutions de mobilité pour les régions ruraux ou les petites villes, il n'y en a pas du tout. Ce qui crée une société à deux mobilités presque, avec un impact aussi très considérable, ce qui concerne les aspects écologiques. Est-ce que vous êtes quand même passé, je comprends que vous avez fait les grandes villes parce qu'il y a évidemment un épicentre d'expertise et d'intelligence, sur l'intelligence artificielle aussi, mais est-ce que vous avez aussi vu des projets qui essaient de trouver des solutions pour des villes moyennes, des petites villes, des régions ruraux? Parce que s'il n'y en a pas, ça pousse encore davantage des gens dans les villes, in fine, non? C'est une bonne question. Je suis en train de réfléchir. Alors, en fait, je pourrais pas vous dire à quel point c'est efficace. C'est des choses dont j'ai entendu parler. J'avais vu que pendant mon tour du monde, que Angers, des villes comme Angers, Dijon étaient en train de développer des stratégies de Smart City. Mais dans ce cas-là, par exemple, le côté Smart City, j'avais l'impression jouait aussi un rôle de différenciation pour attirer des capitaux. De la même manière qu'on a Milan qui est la capitale de la mode, Londres qui est une capitale financière, là j'avais cette impression que c'était surtout pour attirer des capitaux. Après, c'est vrai que je ne me suis pas non plus intéressé aux villes un peu plus petites, mais pourquoi pas pour un prochain tour du monde. Il y a des choses qui sont complètement scalables. Par exemple, il y a une start-up qui s'appelle Can Forecast,
à Montréal, qui ne travaille pas qu'avec Montréal, qui travaille avec plein d'autres villes du Canada. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise l'intelligence artificielle pour prédire des risques de bris sur des canalisations. Il y a 30% de l'eau qu'on envoie qui n'est pas réceptionnée par les habitations. Et là, ce que propose Scan4Cast, c'est quelque chose qui est complètement scalable. Et d'ailleurs, ils travaillent pas qu'avec Montréal, avec d'autres villes canadiennes. Donc, je pense que c'est possible. Mais en fait, pour peut-être rebondir sur cette question, ce que j'avais vu, c'est qu'il y a une ville j'avais rencontré le master planner de Sejong, qui est une smart city en devenir en Corée du Sud. Ce que eux faisaient, c'est qu'ils créaient un réseau de villes. Donc, il y a Sejong qui était en partenariat avec une autre ville de Thaïlande, qui est en partenariat avec une autre ville, etc. Et l'idée, c'était d'essayer d'avoir plus de poids comme ça et d'avoir des sortes de ce qu'ils appellent des umbrella zones. Donc, on a plusieurs umbrella zones en partenariat comme ça. Et si on a accès à un marché, on a accès à un autre marché. Donc il y avait cette idée-là qui avait été proposée, qui est utilisée à Sejong et avec d'autres villes pour essayer justement d'avoir plus de poids. Bonsoir. 2 questions. Quelles sont les données les plus utiles sur les différentes innovations que vous avez vues? Quelles sont les données à ouvrir en fait pour les villes aujourd'hui pour réussir à avoir arriver à solutionner les défis urbains, et quelles sont les innovations qu'on va pouvoir appliquer en France qui aujourd'hui sont vraiment utiles pour ces défis qui sont la transition énergétique, les problèmes de qualité de l'air, les problèmes de démocratie locale aussi. Alors, en termes de pure utilité des données, je vous répondrai que ce sont les données comportementales dont je parlais avec le reality mining. C'est des données qui sont extrêmement utiles. Voilà, on l'a vu, on peut faire plein de choses avec. Maintenant, est-ce que c'est éthique de les mettre en open data, même si c'est anonymisé? Je ne suis pas sûr. Donc il y a ce juste milieu aussi entre l'utilité et peut-être le caractère un peu éthique. Alors des solutions d'IA qu'on peut utiliser en France. Alors c'est une solution qui m'a fait sourire, que j'avais découverte à San Francisco. C'est une startup qui s'appelle NordSense, qui a commencé en fait à Copenhague et qui utilise de l'IoT et de l'intelligence artificielle pour optimiser la collecte des déchets et pour faire en sorte que les poubelles ne débordent pas. Dans la continuité de cette idée, il y a l'ETH de Zurich qui a mis en place une solution de computer vision pour pouvoir cartographier la propreté d'une rue. Donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait être utile pour une ville comme Paris. En termes de transition énergétique, je pense que, mais là, la France n'a pas attendu sur ce sujet, mais les solutions de smart grid et de smart building me paraissent plutôt pertinentes. Alors, bonjour. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Depuis le début de la présentation, on a parlé de nombreuses villes que vous avez pu visiter, de nombreux écosystèmes. Aujourd'hui, beaucoup de ces villes se posent les mêmes questions, c'est-à-dire sur l'amélioration des flux, sur l'amélioration des consommations énergétiques. On voit que beaucoup de solutions ont été déployées par ces différentes villes. La question, c'est aujourd'hui, quand ces projets vont être aboutis et qui vont avoir des résultats, qui vont être positifs ou non, est-ce que justement les autres villes, donc par exemple les plus petites villes ou villes de taille moyenne, pourront copier ces résultats? Ou alors est-ce que chaque écosystème est tellement indépendant dans sa façon de fonctionner, parce qu'il est quand même assez difficile d'imaginer de comparer Paris à Pékin ou Pékin à New York, et encore je prends des villes qui sont quand même à peu près similaires. Est-ce que demain les villes moyennes pourront copier les solutions qui sont déployées actuellement dans les grandes villes et encore échelonner ça aux petites villes? C'est une très bonne question et ça rejoint un peu votre question de tout à l'heure sur la scalabilité d'une solution, à quel point on peut passer ça à l'échelle pour plusieurs villes. C'est possible dans une certaine mesure, c'est ce que j'essayais de montrer avec Scan4Cast. Maintenant, je pense aussi que ça a ses limites. Quand le concept de Smart City est arrivé, il y avait ce rêve de pouvoir vendre une unique solution intégrée à toutes les villes, en disant bon bah voilà, on va vous donner cette technologie et ça va super bien fonctionner. Et on se rend compte que c'est pas forcément le cas, justement parce qu'il y a des spécificités qui sont historiques, géographiques, culturelles. C'est vraiment c'est ce que j'ai essayé de montrer pendant cette présentation, c'est que voilà, on a Amsterdam qui a son réseau de canal qui est gigantissime. Bah là, on peut faire quelque chose de particulier. On a Tokyo qui est une ville sismique. Il y a une autre innovation qui apparaît. Donc, je pense quand même qu'il y a ce besoin de penser, de faire un cas par cas.
même si dans une certaine mesure, pour des infrastructures par exemple, là on peut avoir quelque chose d'un peu plus scalable, je pense. Donc est-ce que vous pensez qu'on ne perd pas un petit peu l'intérêt de l'IA si à chaque fois, pour chaque ville et chaque élément, on doit faire une récupération de données qui va être généralement des phases très longues, généralement également coûteuses, et donc là où en fait l'IA peut paraître hyper intéressante par sa rapidité de traitement, et ben on ne perd pas justement cet intérêt. Alors oui et non. On pourrait penser en effet qu'on la perde parce que c'est pas la qualité de l'IA qu'on perd, c'est le fait qu'on doit refaire ce travail de réflexion. Mais le web mining, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la même technologie, c'est les mêmes pratiquement modèles d'apprentissage qui sont utilisés de Amsterdam à Tokyo. La seule chose qui change, c'est les données qu'on va regarder. Et dans quel contexte on va les regarder. On les regarde en continu à Amsterdam, à Tokyo, on va les regarder juste pendant un événement rare. Donc, on ne peut pas faire cette économie de la pensée, de la réflexion, parce que la ville, c'est un système qui est immensément complexe. Mais l'IA a quand même, il y a une scalabilité quand même qui est possible. Merci. Pour généraliser un tout petit peu, c'est ce que tu viens de dire, c'est valable pour absolument toutes les applications de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un modèle, mais quel que soit le modèle que tu utiliseras, tu passeras beaucoup plus de temps à acquérir ta donnée et à la préparer pour fournir, donner à manger à ton modèle, que de concevoir ton modèle en lui-même. Donc le modèle est applicable à un ensemble d'activités. En revanche, systématiquement, il faudra l'adapter à toutes tes solutions. Et il y a quand même des champs de recherche qui développent ce qu'on appelle le transfer learning, qui utilisent des apprentissages pour les adapter à différentes situations. Donc ce genre de problème est aussi abordé. Et donc quand on répond en fait à cette question-là, un des freins de l'adaptation de l'IA à des petites villes, c'est le coût nécessaire justement à mettre en place pour acquérir ces données, les préprocesser et mettre en place les compétences pour implémenter ce modèle IA. Donc c'est plus une problématique de coût d'investissement qu'une problématique technologique en elle-même. Bonsoir Hubert, donc c'est un plaisir de te revoir, hein, très jolie conférence. Et je voulais te demander, justement moi je travaille dans l'intelligence artificielle chez Cyclope, donc qui s'intéresse justement à cette intelligence artificielle, au computer vision, appliquée à la meilleure gestion des flux. En ce moment on est en période de grève à Paris et on aimerait bien que ce soit plus fluide aussi. Est-ce que tu as vu des villes qui étaient très fluides? Si oui, lesquelles? Est-ce qu'elles reposaient sur des technologies d'intelligence artificielle durant ton voyage? Merci. Copenhague, c'était fluide. Mais c'était pas pour l'intelligence artificielle. Mais Copenhague, c'était fluide. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a le projet Midtown in Motion, par exemple, qui a eu lieu à New York, où il y a cette idée d'optimisation du trafic routier. Et c'est probablement très efficace, mais il y a un moment où ça atteint sa limite. Donc il y a, quand on mixe les usages comme à Copenhague, là, c'est plutôt quelque chose d'assez fluide. Ouais. J'avais une autre question. D'où viennent les idées? Est-ce que globalement, les projets viennent de problèmes identifiés et on cherche à les résoudre? Ou est-ce que ce sont des étudiants, des startups qui partent d'un modèle, découvrent quelque chose et en créent une valeur pour le système? Eh ben, c'est une bonne question et je pense que justement ces idées, elles ont plein de sources. Ça va venir justement par un problème qui est identifié. C'est ce qui se passe à Montréal avec le problème des cônes oranges. Ça peut venir avec des systèmes d'hackathons. C'est ce que fait en fait la ville de Montréal est très bonne pour des innovations en matière d'eau, de gestion de l'eau. D'ailleurs, Can4Cast, dont je parlais tout à l'heure, a été créé à Montréal. C'est parce qu'il y a un hackathon qui s'appelle Aquathon, où on propose à des étudiants ou même juste à des startups de réfléchir à la manière dont on peut innover dans l'eau. Évidemment, au MIT, là, ça bouillonne parce que donc il y a ce côté un peu universitaire. Donc la source d'inspiration des idées, elle est partout, mais peut-être que c'était votre question sous-jacente. Il y a en effet une possibilité de donner plus d'idées, d'impulser des innovations, que ce soit par des challenges ou par d'autres choses. Merci pour cette présentation. J'ai une petite critique, c'est que je ne voyais pas assez de l'aspect humain. Alors, je m'explique. Déjà ma question, comment voyez-vous la façon d'adhérer pour que les citoyens utilisent et encouragent ces évolutions techniques?
comment faire pour qu'il y ait, qu'il y ait un citoyen centrique. Avez-vous pensé à faire cette présentation auprès de, on va dire, de personnes défavorisées, auprès des écoles, justement pour donner cette impulsion-là? Donc je vais donner quelques exemples pour étayer ma question. Moi j'ai vu des villes qui ont fait des choix d'un point de vue politique pour habiller avec des arbres qui derrière en fait donnaient des allergies. Donc finalement ça partait d'un côté positif budgétaire et politique et puis au final on créait des maladies. J'ai eu une expérience à Sumatra en Indonésie où suite au tsunami j'ai vu des quartiers entiers qui ont été reconstruits flambant neufs et qui n'étaient pas du tout utilisés parce qu'en fait ils étaient construits sur des cimetières indiens, une façon de parler. Et pareil, il y a des très belles constructions de Corbusier qui sont magnifiques au niveau artistique, mais finalement ne sont jamais utilisées. Donc comment voyez-vous cette chose-là? Comment mettre le citoyen au centre et que du coup il puisse aussi donner son avis et qu'il y ait une rétro-boucle pour qu'il n'y ait pas que de la technologie? Alors c'est une bonne question et en effet c'est... En gros la qualité du dataset, comment vous l'obtenez quoi? Et enfin, je vais un peu dans votre sens, et c'est d'ailleurs un peu ce que j'essayais d'expliquer avec ce concept de ville invisible, où déjà, je pense que la première chose pour qu'un citoyen puisse s'approprier des données et des nouveaux usages, c'est qu'il puisse voir cette ville invisible. Maintenant, il y a aussi des exemples qui sont très concrets. Par exemple, à Montréal, ils ont créé l'application qui s'appelle donc Montréal Trajet, dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, l'idée, c'est de recueillir des données de mobilité en téléchargeant cette application. Donc un citoyen va télécharger cette application, ça enregistre ses comportements, il le sait, mais en enregistrant cette application, il donne sciemment des données. On aurait pu procéder autrement, on aurait pu utiliser des données d'opérateurs mobiles ou d'autres données. Et là, la ville de Montréal a choisi cette option qui est peut-être moins efficiente, mais qui implique un peu plus le citoyen. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, enfin, pardon, vous ne donnez pas l'avis aux citoyens. C'est la technologie qui donne l'information et après il y a l'interprétation de la technologie. Mais les citoyens, il ne donne pas son avis. Il ne dit pas finalement c'est très beau, mais ça ne va pas me servir au quotidien. Ou là, vous allez faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que veut mon enfant ou ce que veut ma famille, etc. Ou mes personnes âgées, quoi. Alors là, dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, en fait, c'est tout simplement, ça va être des ateliers de travail. Voilà, donc là, l'intelligence artificielle a aussi ses limites. C'est ce qu'a fait Boston avec leur projet qui s'appelle Go Boston 2030, où ils ont demandé à des citoyens de réfléchir. On y va avec un papier, un crayon, on se pose et on s'interroge sur la mobilité autonome. Donc là, c'est quelque chose de... Voilà, donc là, il n'y a pas forcément de technologie. Ça marche ? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. En fait, ils sont encore en train d'implémenter cette vision. Ils ont eu simplement, alors ça a fonctionné. Il y a eu des citoyens, c'était votre question, mais voilà. Et vous, ça vous encourage à aller avec cette méthode-là, vers ces méthodes-là, où vous pensez qu'il n'y a pas besoin de considérer ou de consulter le citoyen? Non, moi je pense, c'est ce que j'ai essayé de montrer pendant ma présentation, c'est que je pense justement que cette ville, pour qu'elle fasse sens, pour qu'elle crée un climat de confiance, il y a besoin de consulter le citoyen, il y a besoin de lui montrer comment on utilise ces données, de faire un travail d'éducation. Merci. Enfin, moi je fais une dernière intervention. Hier, il y avait un film qui s'appelait Edward Snowden, qui est lourd de conséquences. Mais, du coup, pour rebondir un peu là-dessus et prendre les dernières questions ensuite, s'il y en a, on a du coup demandé qui a les idées, qui fait, et là c'était un peu qui est consulté, qui décide en fait. C'est un peu la question que j'ai envie de te poser. Est-ce que les gouvernances, est-ce que nos politiques sont suffisamment informés, impliqués sur le sujet? Est-ce qu'ils ont les moyens d'action et de compréhension pour faire cette régulation ou impulser? Donc j'imagine que la réponse n'est pas binaire, il y a des endroits où plus ou moins. Qu'est-ce que tu as vu sur ces sujets-là? Je pense que là, les villes et maintenant se rendent de plus en plus compte. Au début, elles se sont fait un peu dévancer par l'arrivée de ces nouvelles technologies. On a vu un déferlement, surtout dans le domaine de la mobilité et de la micromobilité. Et maintenant, les villes se rendent vraiment compte qu'elles ont leur mot à dire, que par la réglementation, elles peuvent pousser et orienter des usages. J'avais rencontré à San Francisco une start-up qui s'appelle Urban Radar. Et ce que fait Urban Radar, c'est qu'elle donne aux villes un outil de gestion de la micromobilité.
On voit aujourd'hui que les villes commencent à faire des appels d'offres pour que n'importe qui ne puisse pas utiliser des trottinettes électriques. En Californie, pendant que j'y étais, ils avaient... alors je crois que la loi est passée, mais ils avaient forcé Uber à salarier les utilisateurs d'Uber. Donc en fait, les villes sont extrêmement puissantes. Elles le sont d'autant plus quand elles peuvent s'unir. Et je pense que c'est quelque chose dont elles doivent prendre conscience, même des petites villes qui, en s'unissant justement, en tout cas, je parle du côté technologique, hein, parce qu'évidemment que sans s'unir, même elles ont leur mot à dire, mais elles ont leur mot à dire même ces petites villes-là. Est-ce qu'il reste quelques questions? Je pense qu'on t'a bien cuisiné, Hubert. Donc je pense à moins que tu aies d'autres questions, toi, Quentin. Non, il y en a une dernière là, ça va être la dernière, et puis après on va se libérer, et puis on va pouvoir prolonger l'échange autour d'un buffet pour ceux qui souhaitent. Est-ce que ce serait possible de terminer cette conférence sur un mot sur le climat, comment l'intelligence artificielle, toutes ces technologies que tu as vues, pourraient lutter contre justement toutes les menaces que cause notamment le réchauffement climatique. Tout à l'heure, tu parlais d'un chercheur à l'université de Tokyo. Comment justement ça pourrait nous avancer sur cet enjeu? Ça peut pas vraiment. En fait, c'est c'est un problème qui. Je suis volontairement radical dans ma réponse parce que j'ai pas envie. Et moi, c'était mon cas quand je suis parti, où je me reposais sur l'intelligence artificielle que je connaissais pas vraiment et que je connais toujours pas totalement, où je me disais on va optimiser, tout va bien se passer. Et non, tout va pas forcément bien se passer. Et il y a un besoin de changer, je pense, nos habitudes de consommation, nos modes de production. Et là, l'intelligence artificielle peut nous aider, mais ne va pas nous. On va pas juste mettre une intelligence artificielle et ça va résoudre le problème. Mais une initiative que j'aime beaucoup, mais que je vous ai déjà montrée, c'est celle de Yoshua Bengio, avec cette idée de visualiser le réchauffement climatique. Comment moi, je vais être impacté par quelque chose qui est finalement assez, en tout cas nous pour le moment à Paris, invisible. Donc c'est une initiative qui est intéressante, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème climatique. C'est un problème qui est humain. Merci beaucoup, Hubert. Vous pouvez retrouver toutes ces actualités. Merci, Vous pouvez retrouver ces travaux et toutes ces actualités en cherchant Smart World sur LinkedIn, Facebook, Twitter. La même pour Léonard, avec tous les événements qui ont lieu ici sur YouTube et en live sur Facebook. Et je vous invite à suivre notre prochain événement qui est mercredi soir sur le numérique est-il compatible avec une croissance durable. Je pense que ça fait écho à pas mal de problématiques qu'on s'est posées ici. Et je vous remercie.